Je me propose dans cette vidéo de te raconter mon histoire, de te dire comment est-ce que j'ai fait pour passer d'un quartier précaire à aujourd'hui vivre en face de la plus haute tour du monde. L'objectif n'est pas de flamber, mais l'objectif est de clairement te donner de l'espoir, de te dire que peu importe la situation financière dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, tu peux la changer à ton avantage et atteindre tous les sommets que tu veux atteindre. Parce qu'un des adages préférés que j'aime, c'est tout simplement vise la lune et si jamais tu rates la lune, tu tomberas au moins au milieu des étoiles, ce qui n'est déjà pas mal. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi rapidement me présenter. Je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique, en France et à Dubaï depuis plusieurs années. Et ma passion, c'est d'aider le maximum d'Africains possible à pouvoir réussir tous leurs investissements, non seulement en Afrique, mais également là où ils se trouvent. Je partage donc du contenu business de qualité afin de te permettre de pouvoir orienter tes choix d'investissement et de pouvoir tout simplement savoir comment réussir dans l'entrepreneuriat. J'ai également décidé de quitter définitivement Dubaï d'ici fin 2021 afin de retourner en Afrique, contribuer pratiquement et physiquement au développement du continent. Je partage donc toutes les étapes que je suis afin de pouvoir atteindre cet objectif, ce rêve. Et donc, si tu t'abonnes, tu auras le temps de voir tout ça et de voir ce cheminement et de vivre cette aventure avec moi. N'oublie surtout pas d'activer la cloche afin d'être informé de toutes les vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Également, regarde dans la description de cette vidéo, tu trouveras un petit cadeau pour toi et tu trouveras également mon histoire résumée. Donc aujourd'hui, c'est cette histoire que je te donnerai en version longue, si tu veux. J'aime bien diviser ma vie jusqu'à ce niveau en 3 chapitres. Donc on verra ces 3 chapitres. Mais avant d'y aller, laisse-moi rapidement te lire le message que mon ami m'a envoyé et tu comprendras pourquoi cela m'a fait marrer. Donc ce qu'il me disait, c'était il y a quelques jours, je pense qu'il y a un mois d'ailleurs. Il me disait « Jean-Yves, j'ai retrouvé des dossiers sur toi que je vais faire sortir quand tu voudras devenir président. » Bon déjà, j'ai jamais dit que je voulais devenir président. Et moi, je lui réponds « Lol, quel dossier? Je suis clean comme l'eau de roche. » Et là, il me dit, bah, maintenant que tu es riche, j'espère que tu n'as pas oublié d'où tu viens. Riche, voilà, il faut définir. Et là, je lui dis, toi-même, tu sais, l'argent ne change personne, mais révèle la vraie personnalité des gens. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore changé. Montre maintenant le dossier, je lui demande. Et là, contre toute attente, il me montre cette photo que vous voyez à l'écran. Oui, c'est bien moi, je l'ai prise en 2003. Quand j'avais quitté la Côte d'Ivoire pour aller au Maroc pour pouvoir continuer mes études universitaires, on peut sentir la pauvreté, la misère sur mon visage, vous voyez. Si quelqu'un vous dit que l'argent ne rend pas beau, franchement, demandez à la personne de venir me voir. Parce que clairement, entre cette image et la version aujourd'hui, il y a une grande différence. Et l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment je suis passé de ça à ça. Donc, on va commencer par le premier chapitre que j'aime bien appeler la pauvreté. Parce que moi, je suis né dans une famille modeste. Je suis le 9e d'une famille de 10 enfants de par mon père. Et je suis le premier de par ma mère parce que mon père a connu plusieurs femmes comme ça se passe beaucoup en Afrique. Et donc, ma mère était une de ces femmes et elle a eu 2 enfants avec mon père. Donc, dans la grande famille, on est 10 enfants et je suis le 9e. Donc, quand mon père rencontrait ma mère était encore étudiante. Elle est tombée enceinte pendant qu'elle était étudiante au lycée. Du coup, elle a dû arrêter ses études pour pouvoir se marier et donner naissance à son enfant. Et quand je naissais, mon père, il était à l'époque ingénieur. Il était entrepreneur dans le bâtiment. Donc, il gagnait plutôt bien sa vie. Ce qui nous m'a permis de naître dans un quartier un peu chic de Marcory à Abidjan, le groupement foncier pour ceux qui connaissent. Donc, je suis né plutôt dans l'opulence, dans de bonnes conditions. Malheureusement, quelques mois plus tard, mon père, qui gérait très mal ses business, ses affaires, a totalement fait faillite, pour de bon cette fois, parce qu'il avait fait faillite plusieurs fois avant. Et donc, quelques mois plus tard, il a tout perdu. C'était tellement grave que mes parents ont dû quitter la capitale Abidjan pour se retrouver au village. Quand on se retrouve au village après être allé dans la capitale, ça veut dire que vraiment c'était chaud. Donc, ma mère a tout quitté, elle est partie avec mon père au village où ils ont vécu 3 ans. Entre-temps, mon frère a eu le temps de naître. Et au bout des 3 ans, ma mère ne pouvait plus supporter, donc elle a décidé de revenir à Abidjan se chercher. Donc, quand elle est venue,
of course, évidemment, comme elle n'avait pas le temps de terminer ses études, elle a eu un petit boulot. Elle était aide préscolaire dans une école française. Une aide préscolaire, c'est tout simplement quelqu'un qui aide les maîtresses à s'occuper des enfants. Donc elle gagnait à l'époque 150 000 francs CFA par mois, à peu près 225 € par mois. Donc quand on vivait au début à Abidjan, du coup quand ma mère est revenue, elle avait pris un 2 pièces, un appartement 2 pièces, une chambre salon comme on a tendance à le dire, dans lequel elle vivait avec mon frère et moi dans un début. Et ensuite mon père est venu quelques mois plus tard dans le même 2 pièces, ensuite tous mes frères et sœurs, et on s'est retrouvés dans cet appartement 12 personnes. 12 personnes, cela veut dire mon père, ma mère et mes 10 frères et sœurs ou bien les 10 enfants. Donc, à chaque fois que je pars à Abidjan, je vais toujours regarder cet appartement, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, tout simplement parce que ça me permet de savoir d'où je viens et de garder les pieds sur terre. Comment vous dire que c'était parfois difficile de dormir les soirs, la nuit, la journée, nous tous on était dehors, on jouait, on faisait plein d'autres choses. Et quand la nuit arrivait, on se couchait les uns sur les autres. Les parents dormaient dans la chambre et nous les enfants, du coup, on se partageait le salon. Et 10 enfants dans un salon, c'était assez compliqué. Donc c'est dans ça que j'ai grandi. Et du coup, j'avais l'habitude de voir ma mère parfois qui était la seule à travailler à l'époque. Mon père ne travaillait pas, il était nostalgique de ces moments glorieux d'entrepreneur et il avait du mal à se remettre sur pied. Du coup, il a sombré dans tout ce qui était paris mutuel sportif. Il dépensait beaucoup d'argent dedans parce qu'il voulait rapidement retrouver une vie rose, une vie bien. Donc, c'était assez compliqué. Il était tout le temps à la maison, il ne travaillait pas, il ne voyait pas le besoin de travailler. Et c'est ma mère qui faisait tout. Avec son salaire de 150 000 francs CFA, 225 € par mois, elle s'occupait de toute la famille, mon père et les 10 enfants. Donc, comment vous dire que c'était assez difficile? Et tout le temps, je voyais dans le regard de ma mère un regard de tristesse, un regard de ce n'est pas ce que j'ai prévu pour ma vie, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour mes enfants. Et du coup, à chaque fois qu'elle voyait mon père, bien sûr, il y avait très peu d'admiration. Ce qu'elle voyait, c'était « mais pourquoi tu me mets dans cette situation? Mais pourquoi tu me fais ça? Je ne peux pas te faire confiance. » Donc, c'était avec ce regard-là que moi, j'ai grandi. Du coup, moi, j'avais envie de devenir riche, principalement, pour aider ma mère, pour l'aider à sortir de la pauvreté. C'était l'un de mes objectifs. Et quand j'avais eu mon entrée en 6e, quand je partais au collège en quittant le primaire, ma mère m'a fait asseoir. Et elle m'a dit, tu sais Jean-Yves, voilà tout ce qu'il y a. Voilà notre situation. On vit dans ce quartier précaire, dans une chambre salon. On est 12 personnes. C'est difficile. Je ne sais pas si ton père et moi, on pourra te donner un meilleur avenir. Donc là, tu ne peux compter que sur toi seul pour avoir l'avenir que tu veux, pour avoir la vie que tu veux. J'avais 9 ans à l'époque. Comment vous dire que ce sont des paroles que je n'oublierai jamais. Et du coup, quand ma mère me dit ça, moi je vois 3 options pour pouvoir quitter la pauvreté. La première option, soit je sais jouer au foot, parce qu'on avait plusieurs personnes qui savaient jouer au foot, du coup, grâce à leur talent, qui ont pu partir vivre à l'étranger parce qu'ils ont été recrutés par un club sportif à l'étranger. Eh bien, comment vous dire que j'étais un sac en foot parce que j'étais tout frêle et les autres enfants avec qui je jouais étaient vraiment robustes. Donc, à chaque fois que je jouais avec eux, moi qui étais tout maigre, parfois j'avais la cheville cassée, parfois j'avais des plaies par-ci, par-là. Donc, le foot était l'option à bannir. La deuxième option, c'était savoir chanter et danser. À l'époque, on voyait les Michael Jackson et d'autres personnes chanter et danser. Et du coup, des personnes qui n'avaient rien et à force de chanter, de danser, ont pu avoir une situation. Comment vous dire que danser encore, ça va, mais chanter, j'ai chanté comme une casserole. Donc ça, j'ai dû tout de suite mettre de côté. Du coup, la seule option qui me reste, c'était d'aller travailler, de travailler à l'école, de travailler dur, de pouvoir m'en sortir grâce aux études, parce qu'on a vu des personnes aussi qui sont parties de rien du tout et qui ont travaillé dur pour pouvoir réussir. C'était la seule option que j'avais parce que c'était ce que je savais faire. Du coup, très tôt, j'ai pris mes études au sérieux. Et quand j'étais petit, j'aimais bien rêver. Moi, je ne m'interdisais aucun rêve. Et un des rêves que j'avais, c'était vraiment vivre dans la plus grande tour du monde. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais ce rêve-là. Donc, à l'époque, c'était les 2 tours jumelles. Et moi, je m'étais promis de faire tout pour aller vivre dans l'une de ces tours jumelles, comme pour montrer que j'avais réussi, en fait. Du coup, je travaillais énormément. Au collège, j'ai travaillé. Je voulais toujours être premier de la classe. Quand je n'étais pas premier de la classe, je n'étais pas content. Au lycée également, je travaillais énormément. J'étais le genre d'élève qui s'asseyait toujours devant
sur le premier banc à l'école avec ses lunettes d'intello et qui vraiment prenait ses études au sérieux. Je m'en foutais de ce que mes amis pouvaient dire, de ce que les gens pouvaient dire. Oui, Jean-Yves, lui c'est le sang, non, lui il ne s'amuse pas, non, lui il ne fait que travailler. Donc je travaillais beaucoup. J'étais le genre d'enfant qui travaillait tellement que parfois ma mère était obligée de me dire « mais Jean-Yves, va un peu t'amuser ». Vous savez, quand on est jeune, parfois ce sont les parents qui nous demandent de venir étudier, mais pour moi c'était le contraire. Donc j'ai tout fait, j'ai travaillé jusqu'à ce que j'ai pu avoir mon baccalauréat scientifique en 2003 avec mention bien. Et bien cela m'a permis de pouvoir avoir une bourse d'études pour aller étudier au Maroc. Je suis allé étudier au Maroc. J'ai eu ma maîtrise en statistique et informatique au bout de 4 ans. En 2008, j'ai eu un master en mathématiques financières, ce qui m'a permis d'aller en France et au bout de 2 ans de pouvoir avoir un diplôme d'ingénieur d'État en statistique et intelligence artificielle. Donc là, quand je suis sorti avec ce diplôme, j'ai commencé à travailler en France, à Bouygues Télécom à l'époque, où je gagnais au début de mon expérience professionnelle 2500 € net par mois. Eh bien pour moi, c'était enfin la sortie de la pauvreté. Enfin, je pouvais commencer à vivre. Mais comment vous dire que je me leurrais totalement? Parce que ce deuxième chapitre de ma vie, je l'intitule « Pauvreté x 10 ». Tout simplement parce que quand je commençais à travailler à Bouygues Télécom à l'époque, je gagnais 2500 € net par mois. Et avec 2500 € net par mois, la société vous fait croire que vous faites partie des personnes les plus riches de la France et que vous pouvez avoir accès à tout ce que vous voulez. Donc, bien sûr, on vous dit que vous pouvez acheter une montre, vous pouvez acheter des voitures, vous pouvez acheter des maisons, vous pouvez acheter des chaussures, vous pouvez voyager, mais tout ça, vous pouvez le faire à crédit. Eh bien, pour l'enfant que j'étais qui est sorti de la pauvreté, qui manquait de beaucoup de choses quand il était petit, eh bien pour lui, c'était le moment de vivre sa vie. Comment vous dire que je me suis fait plaisir avec les prêts à la consommation? Je prenais un prêt à la consommation pour acheter une télé, pour m'acheter des gadgets, pour voyager. Vraiment, je faisais tout avec des prêts à la consommation. Et comme j'avais 2500 € net par mois, donc un bon salaire, bah écoutez, les banques me donnaient facilement des prêts à la consommation. Et là, en 2012, je prends mon premier grand prêt à la consommation pour investir en Afrique parce que je n'ai pas oublié l'Afrique non plus et je voulais toujours investir en Afrique. Donc, mon premier grand prêt en 2012, je prends 25 000 € prêt à la consommation pour investir dans un business de taxi à Libreville qu'il faut rembourser à peu près 30 000 €. Comment vous dire que ce business a été un flop total parce que j'ai perdu le business, j'ai perdu tout l'argent investi, mais aussi je me suis retrouvé avec cette dette sur le dos à rembourser pendant 5 ans. Premier coup dur. Je continue toujours super optimiste. En 2013, je prends un autre prêt à la consommation de 15 000 € pour aller construire une maison en Côte d'Ivoire. Comment vous dire aussi que c'est un flop total. Je ne vois jamais la maison parce que je pense que ma tante m'a arnaqué. Donc les constructions à distance, c'est des choses vraiment à faire de façon prudente. Donc je perds les 15 000 € que je prends en crédit pour aller investir en Côte d'Ivoire. Et en 2014, entre-temps, j'ai rencontré la femme de ma vie. En 2014, il faut qu'on se marie et je vais prendre à son insu un autre prêt de 15 000 € pour organiser notre mariage. Comment vous dire que ça a été l'un des plus beaux jours de notre vie, mais qui a laissé un goût amer parce qu'il me fallait rembourser tout cet argent après m'être marié. Ma femme a découvert le pot rose quelques mois ou voilà, 1 an plus tard. Comment vous dire que c'était compliqué parce que son mari lui a caché qu'il a pris un prêt avant de se marier. Donc c'était difficile, on a même failli se séparer, mais j'ai pu rattraper le coup. Donc en plus des prêts à la consommation, j'étais abonné au découvert. Ce qu'on appelle le découvert, c'est tout simplement des facilités de caisse que votre banque vous donne. C'est la possibilité de dépenser de l'argent que vous n'avez pas. La banque vous dit que même si vous n'avez plus d'argent, vous pouvez dépenser encore et encore. C'est comme si elle vous faisait des prêts. Et moi, j'avais commencé à avoir 2500 € net par mois quand j'ai commencé chez Bouygues et j'ai pu augmenter mon salaire jusqu'à avoir en 2015 4 000 € net par mois. Mais j'avais un découvert de 1500 € net. Du coup, ça me faisait penser que j'avais 5500 € net par mois. Comment vous dire que je vivais au-dessus de mes moyens? Je dépensais l'argent énormément. J'envoyais énormément d'argent en Afrique, soit pour investir, soit pour aider tout le village entier. Quand quelqu'un m'appelle pour me dire « Jean-Yves, j'ai tel problème », en même temps j'envoie de l'argent. Quand quelqu'un m'appelle que la personne tousse,
j'envoie de l'argent. Et là, je le faisais souvent à l'insu de ma femme. Parfois, on met de l'argent ensemble, on épargne ensemble et moi, je viens, je prends tout l'argent, j'investis parce qu'il fallait que j'investisse. Et là, ça nous créait beaucoup de problèmes. Là, chaque fois que je me disputais avec ma femme, ce n'était pas pour des histoires d'infidélité, pour tout ça, non. On se disputait pour les problèmes d'argent. Et croyez-moi, les problèmes d'argent peuvent créer des problèmes graves dans un couple. Et la fois où ma femme et moi, on a failli se séparer, c'était pour la gestion calamiteuse de nos finances que j'avais. Donc, c'était dans cet état-là qu'on était, où j'ai dépensé énormément. Et en 2016, j'avais même jusqu'à 60 000 € de dettes qu'il fallait rembourser. On en a marre de Paris. Ma femme est fatiguée, moi également. On se sent comme dans un aquarium et on veut changer d'atmosphère. Du coup, on décide de venir vivre à Dubaï. Donc, on quitte la France avec 60 000 € de dettes pour venir vivre à Dubaï. Le jour où on arrive à Dubaï, on commence... Bon, j'ai laissé d'abord ma femme venir parce qu'elle avait trouvé un boulot qui lui plaisait. Et moi, je venais plus tard. Quand je viens, il nous faut prendre un appartement. Et chose qu'on ne sait pas, ici à Dubaï, les appartements se louent à l'année. En gros, comme on peut le voir en France ou en Côte d'Ivoire, où vous payez par mois, bah ici à l'époque, en 2016, tu donnes un chèque, 30 000 € pour toute l'année. Bah, je n'ai pas 30 000 €, on arrive. Du coup, on a cherché des appartements et on ne savait pas ça. On a trouvé un appartement, l'agent immobilier nous dit, bon voilà, c'est bon, on va signer les papiers. Maintenant, on lui demande le prix, on nous donne le prix à l'année. On dit, mais pourquoi le prix à l'année? Il faut sortir 30 000 €. Je n'ai pas ces 30 000 € là. Et ma femme n'a pas envie de repartir en France. Elle aime bien Dubaï. Et là, le jour où on avait visité notre appartement, je me rappelle encore, c'était en octobre 2016, elle m'a regardé. Vous savez, le regard que je vous avais dit que ma mère donnait toujours à mon père. Elle se disait, mais dans quoi tu nous mets? Je t'avais dit qu'il fallait qu'on épargne parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et là, elle m'a donné ce regard de désespoir, ce regard de « tu ne peux pas prendre soin de nous, je ne me sens pas en sécurité avec toi, tu n'écoutes jamais ce que je t'ai dit, voilà maintenant qu'est-ce qu'on va faire ?» Et je l'ai regardé, je me suis rappelé ce que ma mère disait tout le temps, du regard qu'elle donnait tout le temps à mon père. Et moi, un de mes objectifs dans la vie vraiment, c'était de ne pas ressembler à mon père, de faire tout mieux que mon père. Et là, quand j'ai vu ma femme dans cet état, j'ai pris conscience que je ne pouvais plus continuer à gérer nos finances comme ça, que c'était très dangereux et que s'il y avait des coups durs, je n'allais pas pouvoir faire face à ces coups durs. La preuve, ma femme est tombée malade quelques mois plus tard et je n'avais toujours pas l'argent pour pouvoir vraiment l'aider à s'en sortir. Donc là, je prends la décision ferme d'apprendre à mieux gérer mes finances, à avoir une éducation financière parce que clairement, c'est ce qu'il me manquait. Avec l'éducation que j'ai eue à l'école, je savais faire rentrer de l'argent, je savais travailler, augmenter mes revenus. Mais parce que je n'avais pas d'éducation financière, je ne savais pas garder tout l'argent que j'avais, tout l'argent que je pouvais obtenir. Du coup, j'avais une poche percée, une poche trouée. Et là, je me lance maintenant à toute allure. Il faut que j'apprenne le plus vite possible tous les rouages et les secrets de l'intelligence et de l'éducation financière. Je lis énormément de livres. L'homme le plus riche de Babylone pour apprendre à savoir épargner. Père riche, père pauvre, pour avoir vraiment les secrets et les bases de l'intelligence artificielle. Devenir riche, réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill et plein d'autres livres qui me permettent d'avoir le bagage nécessaire pour apprendre à gérer mes finances personnelles. Donc, au fur et à mesure, je commence à rembourser mes dettes et à arriver quand même à les éponger. Et à un moment donné, je me rends compte que lire les livres ne suffisent pas. Je commence à suivre des formations, à acheter des formations. À un moment donné, en 2017, je me rends compte que les formations ne suffisent pas. Et là, je paye 3 000 € pour avoir accès à un coach qui finalement deviendra un mentor pour passer une journée avec lui. Et pendant cette journée, comment vous dire que c'est la journée qui a totalement changé ma vie? Parce que cette journée avec lui, j'ai posé toutes les questions que j'avais en tête. Et comme il est multimillionnaire, il m'a donné vraiment les rouages pour pouvoir devenir riche. Il investit dans l'immobilier. J'ai passé une journée avec lui. On a visité quelques biens. Il m'a vraiment conseillé des livres à lire. Paradoxalement, les livres qu'il me conseillait de lire
étaient des livres que d'autres personnes m'avaient conseillé de lire, mais que je ne voyais pas l'importance de lire. Mais parce que j'ai dépensé 3 000 € pour apprendre de lui, eh bien, comment vous dire que j'avais envie de capitaliser et vraiment d'avoir un retour sur investissement sur ces 3 000 € que je lisais tous les livres qu'il me conseillait de lire. Et donc, j'ai beaucoup lu, je lui ai posé énormément de questions. Et c'est de là qu'est venu mon amour pour l'investissement immobilier. Et donc, 2017, grâce à tout ça, les formations, les livres et cette séance de coaching spécial de 3 000 €, j'arrive à éponger toute ma dette. En fin 2017, je rembourse tous les 60 000 € que j'avais comme dette. En 2018, j'obtiens mon premier immeuble de rapport en France. La même année, j'investis dans un autre appartement en Côte d'Ivoire. En 2019, j'achète un autre appartement en Côte d'Ivoire. En 2020, récemment, j'obtiens mon deuxième immeuble de rapport. Donc, je suis passé de plus de 55 000 € de dette à peu près 200 000 € d'épargne et d'avoir financier, d'avoir de patrimoine immobilier et tout. Donc, je suis passé réellement du rouge à plus que vert en 2 ans. Comment vous dire que ça a été une prouesse? Et c'était grâce aussi au salaire que j'avais à l'époque, au salaire que j'ai toujours. Parce que quand je suis arrivé à Dubaï, j'avais 10 000 € de salaire et j'arrivais à épargner plus de 60% parfois de mon salaire. Je mettais le maximum de côté. On vivait dans un appartement assez correct et simple pour pouvoir épargner le maximum possible, pour mettre ce que je pouvais mettre de côté et ensuite pouvoir payer la dette, investir dans l'immobilier et être un peu plus à l'aise. Aujourd'hui, finalement, qui est le 3e chapitre de ma vie après cette étape-là, je vis plutôt dans une situation confortable où ma femme ne me regarde plus avec le même regard qu'elle m'avait regardé ce jour-là, mais elle me regarde avec un regard beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, parce que clairement, aujourd'hui, on a un autre niveau de vie. Donc, mais le plus important dans ça, ce n'est pas forcément tout l'argent qu'on peut avoir aujourd'hui. Le plus important, c'est la transformation qui s'est opérée à l'intérieur de moi. Parce que je me suis dit au final qu'avant, je vivais principalement pour plaire aux gens. Je vivais pour sortir de la pauvreté. Donc quand j'avais commencé à travailler, je voulais plaire aux parents en Afrique, à la famille en envoyant de l'argent régulièrement. Je voulais plaire aux gens, donc je commençais à flamber, à prendre des prêts à la consommation pour voyager, prêts à la consommation, pour investir en Afrique et pour acheter des gadgets. Donc là, je vivais plus pour les autres. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein. Je vis pour moi. Je m'en fous de ce que les autres peuvent penser. Et je suis plus décomplexé aujourd'hui avec l'argent. Je parle de façon décomplexée de l'argent. Parce qu'à l'époque, c'était aussi ça. Quand je n'avais pas d'éducation financière, l'argent était comme un tabou. On a grandi avec ça. On ne parle pas beaucoup d'argent. Nos parents ne nous en parlent pas. Moi, je n'avais personne pour me dire, Jean-Yves, voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut gérer ton argent. Absolument pas. Du coup, maintenant, je me sens comme un nouvel homme, beaucoup plus serein, qui vit principalement pour donner le meilleur avenir possible à sa femme, à ses enfants et aux enfants de ses enfants, plusieurs générations après moi. Et c'est à ça que je travaille. Donc, une des raisons pour lesquelles je voulais devenir riche, c'est également ça, prendre soin de ma famille et donner le meilleur avenir possible à ma famille. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Tout simplement pour vous dire que la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui importe peu. Et cette situation ne doit pas vous empêcher à travailler durement et intelligemment pour atteindre la situation que vous voulez atteindre. Si vous voulez devenir riche, il faut travailler dur, il faut travailler intelligemment et il faut surtout appliquer et suivre les 3 piliers qui m'ont permis, moi, de passer de la pauvreté à la richesse que je vais vous donner maintenant. Le premier pilier, tout simplement, c'est d'apprendre à faire entrer le plus d'argent possible. Ayez le maximum de revenus que vous pouvez avoir. Que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'apporter de la valeur. Apporter de la valeur dans votre travail. Apporter de la valeur en tant que salarié. Et vous allez voir que vous allez gagner plus d'argent. Et le deuxième pilier, après avoir fait rentrer le maximum d'argent dans votre poche, c'est de faire en sorte que le maximum d'argent reste dans votre poche. Parce que ce qui va vous rendre riche, ce n'est pas ce qui entre dans votre poche, mais c'est ce qui reste dans votre poche. Et pour cela, il vous faut une éducation financière pointue. Il faut que vous sachiez plutôt gérer vos finances de la meilleure des façons possibles. Et moi, j'avais une poche trouée. En fait, quand l'argent rentrait, il fallait que ça sorte. Quand ça rentre, il fallait que ça sorte. Ce qui était très mauvais. Donc, apprenez
à vraiment gérer vos finances, à faire en sorte que vos revenus soient toujours supérieurs à vos dépenses, afin de pouvoir avoir un différentiel que vous allez épargner. Et une fois que vous apprenez la gestion de vos finances personnelles, vous passez à la troisième étape, qui est tout simplement les investissements. Là, vous commencez à réussir vos investissements. Parce que, bizarrement, quand je ne savais pas gérer mes finances personnelles, mes investissements aussi n'allaient pas. J'ai échoué dans tous mes investissements en Afrique jusqu'à perdre 50 000 €, voire plus. Donc, je gérais très mal mes investissements personnels. En même temps, mes investissements en Afrique et ailleurs, de toutes les façons, ne marchaient pas. Et là, quand j'ai appris à gérer mes finances personnelles, quand j'ai appris à avoir une très bonne gestion de ça, et là, j'ai commencé à voir les impacts positifs sur mes investissements en Afrique. Donc, j'ai commencé à réussir mes investissements dans l'immobilier en Afrique, dans la ferme de poulets que j'ai lancée, dans la société de location de voitures et dans plein d'autres business que j'ai lancés en Afrique. J'ai commencé vraiment à en voir les fruits. Donc, apprenez d'abord à gérer vos finances personnelles si vous voulez réussir vos investissements, peu importe lesquels. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et aujourd'hui, je vis en face de la plus haute tour du monde à Dubaï, comme par hasard. Il n'y a plus les tours jumelles et c'était vraiment un concours de circonstances. Et la dernière fois, je le partageais avec ma femme. Je me disais, voilà, un de mes rêves quand j'étais petit, c'était de pouvoir vivre là, en face de la tour du monde, de la plus haute tour du monde. Et là, c'est le cas. C'est juste symbolique. Et cela me permet tout simplement de me dire que rien ne m'est impossible. Vous savez, quand je me lève tous les matins, je me dis, si j'ai pu quitter de là où j'étais pour être là où je suis aujourd'hui, c'est que rien n'est impossible. Et si moi j'ai pu le faire, toi, tu peux aussi le faire. Permets-moi de te tutoyer. Tu peux aussi le faire. Tu peux aussi y arriver. À force de travail dur, de travail intelligent et d'éducation financière pour pouvoir y arriver. Donc, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces 3 piliers que j'ai cités, tu as plus de mal avec. Est-ce que tu as plus de mal à savoir faire rentrer de l'argent, c'est-à-dire apporter de la valeur et avoir le maximum d'argent possible, à multiplier tes revenus? Est-ce que tu as plus de mal à savoir garder de l'argent? Est-ce que tu as une très mauvaise gestion de tes finances, comme c'était le cas pour moi? On va beaucoup parler de la gestion financière dans les prochaines vidéos. Donc, dis-le-moi dans les commentaires. Ou bien, est-ce que tout simplement, tu as du mal à investir, tu ne sais pas comment investir, tu ne sais pas dans quoi investir et tu ne réussis pas tes investissements? Dis-le-moi dans les commentaires afin que je puisse savoir comment mieux orienter les vidéos. Donc voilà mon histoire, peut-être un peu décousue parce que je voulais rentrer dans trop de détails, mais au moins on se connaît davantage, on se connaît mieux. Et donc, n'hésite pas à m'envoyer par mail ton histoire, à échanger aussi avec moi, parce que vraiment, je m'intéresse à vous, je m'intéresse à toi particulièrement, et je serai très content de lire aussi ton histoire et de partager cette intimité que nous partageons maintenant. Dis-moi dans les commentaires toutes les questions que tu peux avoir, j'espère ne rien avoir oublié, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.